Autant je ne peux pas physiquement, moi, acheter un ticket pour le passé, mais néanmoins, je peux utiliser certains outils qui vont m'apprendre sur le passé et m'apprendre suffisamment de détails sur le passé jusqu'à quasiment me faire croire que j'en fais partie. Donc on va pouvoir utiliser des outils de biologie moléculaire qui nous permettent de déchiffrer des molécules, et le message qui est porté par ces molécules, eh bien, il nous donne vraiment infiniment des informations sur la réalité des mondes passés. Cette molécule, par exemple, il y en a une qu'on connaît tous, elle s'appelle l'ADN pour acide désoxyribonucléique, c'est celui que chacun d'entre nous portons dans nos cellules. Eh bien, on le porte dans nos cellules lorsqu'on vit, mais il survit après la mort aussi. Il survit pendant finalement, selon les conditions, pas mal de temps, jusqu'à 500 000 à, on va dire, un peu moins d'1 million d'années. Et donc, comme cette molécule, elle code le vivant, elle porte les gènes qui nous rendent humains ou les gènes qui nous rendent autre chose, eh bien, on va pouvoir faire un état des lieux des gènes dans le passé. Et ainsi mesurer toute la distance évolutive qu'il y a entre ce passé et nous. Et ainsi comprendre comment l'évolution a peu à peu modifié les espèces, le vivant, et contribué à rendre notre monde moderne possible. Typiquement, ce champ disciplinaire, il est connu par un film qui s'appelle Jurassic Park, quoi. Et dans Jurassic Park, la gageure consiste à décrire d'abord, décrypter, puis utiliser l'ADN des dinosaures. Les dinosaures, les derniers, se sont éteints il y a 65 millions d'années, et on sait aujourd'hui, 15 ans après ou 20 ans après la première version du film, qu'il est impossible que l'ADN survive aussi longtemps, tout simplement parce qu'au fil du temps, l'ADN se fait dégrader, saucissonner, découper en tout petits morceaux, si bien qu'au bout d'un moment, les morceaux sont suffisamment petits, et tellement petits qu'il n'y a plus rien à y lire, il n'y a plus d'informations qui subsistent en réalité. Mais au-delà d'1 million d'années, dans les conditions les plus favorables, à ce jour, ces technologies s'arrêtent. Elles sont en panne et elles ne permettent pas d'aller plus loin. Par contre, il y a d'autres biomolécules, ces molécules qui sont constitutives du vivant, qu'on peut utiliser au-delà d'1 million d'années, typiquement les protéines, quoi. Et celles-ci, elles ont un avantage par rapport à l'ADN, c'est souvent de subsister plus longtemps, mais elles ont un énorme inconvénient, c'est qu'elles portent beaucoup moins d'informations en réalité que la molécule d'ADN. Si bien qu'on va pouvoir voyager peut-être un peu plus loin, mais en apprendre certainement moins en réalité. Oui, alors certains appellent ça anthropologie moléculaire, parce qu'anthropo c'est l'humain, donc quand c'est appliqué à des vestiges humains, typiquement les fémurs qui sont déterrés dans un contexte archéologique, ou des crânes ou des dents. Mais ça peut être aussi appliqué à autre chose que du matériel humain ancien. Ça peut être les produits de l'activité humaine, par exemple les résidus de repas qui sont sur des céramiques anciennes, par exemple. Mais ça peut être aussi de la faune ou de la flore du passé, ou même des pathogènes qui avaient contaminé les humains et causé des maladies il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires, plusieurs centaines de milliers d'années de cela. On a domestiqué le cheval, il y a plusieurs millénaires de ça, on va dire, pour aller vite, il y a 5 à 6 millénaires de cela. Et à ce moment-là, l'humanité n'écrivait pas. Donc, si bien que ces premiers pas de notre relation avec le cheval, comment est-ce qu'on a domestiqué, dans quel but, où, quand, c'est des choses qui n'ont jamais été écrites, et si bien qu'on les ignore aujourd'hui encore au XXIe siècle. Donc l'idée, c'est ici d'utiliser les technologies de l'ADN ancien, de l'ADN fossile, de l'anthropologie moléculaire, vous l'appelez comme vous voulez, pour remonter dans le temps, et non pas déduire ce qu'on pense que ce qui a pu se passer au moment où on a commencé à domestiquer le cheval, mais plutôt aller le voir en temps réel. Et donc nous voilà dans notre machine à remonter le temps, séquencer le génome, donc c'est la totalité de l'ADN des chevaux qu'on a commencé à domestiquer 5500 ans, pour voir en fait qu'est-ce qui s'est passé génétiquement, qu'est-ce qu'on a dû modifier pour transformer cette espèce qui était sauvage, qu'on ne faisait que chasser précédemment, et la rendre docile. Et alors là, on a eu des énormes surprises, parce que si on fait ce voyage-là dans le temps, il faut aussi le faire dans l'espace, c'est-à-dire il faut aussi aller à l'endroit où ça se passe il y a 5000 à 6000 ans, et ça se passe donc en Asie centrale, et en Asie centrale, il y a une culture de cette époque-là qu'on appelle la culture Botaï, qui est connue pour avoir domestiqué le cheval pour la première fois. Ils ont beaucoup de chevaux, ces hommes et ces femmes-là. On le sait parce que quand on fouille les territoires Botaï, on retrouve des centaines de milliers d'ossements de chevaux. Et donc en séquençant le génome, donc l'ADN de ces chevaux-là, on apprend quelque chose d'assez curieux en réalité. C'est que bien qu'ils furent les premiers chevaux avec lesquels on ait interagi, les premiers qu'on ait domestiqués, eh bien ces chevaux-là ne sont pas les ancêtres des chevaux domestiques d'aujourd'hui. En réalité, les chevaux domestiques d'aujourd'hui sont nés ailleurs et sont nés plus tardivement.
On estime par nos données qu'ils sont apparus ailleurs, on ne sait pas où, mais aux alentours d'il y a 4000 à 4500 ans de cela. Et la grande seconde surprise que l'on a trouvée, c'est que ces chevaux que l'on a d'abord domestiqués, donc leur domestication en quelque sorte a avorté, si vous voulez, elle s'est arrêtée, mais par contre ces premiers chevaux domestiques, ils ont survécu jusqu'à nous aujourd'hui, sous la forme non pas des chevaux domestiques, mais de ce qu'on appelle le dernier cheval sauvage du monde, qui s'appelle le cheval de Przewalski, celui qu'on retrouve aux confins de la Mongolie, si vous voulez. C'est la grande surprise, c'est que sans le voyage dans le temps que je viens de vous décrire, on imaginait très bien que le cheval de Przewalski était sauvage, mais maintenant qu'on a fait ce voyage dans le temps, on se rend compte qu'en fait, le cheval de Przewalski, c'est la relique vivante, si vous voulez, du premier cheval qu'on ait jamais domestiqué. Donc on l'appellerait un cheval marron, si vous voulez, un cheval qui à un moment donné a sauté par-dessus l'enclos et est retourné à l'état sauvage. Mais lui aussi est passé à travers les mains de l'homme. Si bien qu'aujourd'hui, sur Terre, au XXIe siècle, on peut dire qu'il n'y a aucun cheval sauvage qui subsiste sur notre planète. Toutes les formes de chevaux que l'on connaît aujourd'hui sont, à un moment donné de leur histoire, plus ou moins profonde, passées par les mains de l'homme. On a séquencé près de 300 chevaux de culture équestre sur les 5 derniers milliers d'années. Mais malgré cet effort de séquençage, on n'a toujours pas trouvé l'endroit géographique d'où c'est parti. Cette souche qui a permis de créer ce que l'on connaît aujourd'hui comme le cheval moderne. Mais en faisant ces voyages néanmoins, on n'a pas été tout le temps bredouille, on a découvert pas mal de choses. En particulier, on a pu utiliser les séquences d'ADN pour comprendre quelle était la démographie des populations du cheval. Eh bien, on a pu trouver que c'était aux alentours d'il y a 4000 à 4500 ans que l'homme a effectivement contrôlé la reproduction de l'animal. On ne sait pas où, mais on sait donc quand. Et maintenant qu'on a appris quand, eh bien, il suffit de trouver tous les sites archéologiques de cette époque précise pour essayer de voir dans l'ADN des chevaux celui qui est le plus apparenté au cheval moderne aujourd'hui. Donc les mêmes travaux dont je vous parle là sur le cheval sont faits régulièrement chez les hommes, chez les femmes et chez des formes d'humanité qui aujourd'hui n'existent pas. Je pense par exemple à l'homme de Néandertal qui a disparu des confins de l'Europe de l'Ouest aux alentours de 38 000 à 40 000 ans de cela. Typiquement, l'ADN de Néandertal a été décrypté aujourd'hui et en décryptant cet ADN de l'homme de Néandertal, on a pu comprendre qu'en vous, en moi, aujourd'hui, 38 à 40 000 ans plus tard, subsistent encore des gènes d'origine néandertalienne en nous. Si bien que cette humanité, elle s'est finalement pas tout à fait éteinte puisqu'elle existe dans notre intime génétique le plus fort. Mais la plus grande surprise, ça a été de découvrir uniquement par ce voyage dans le temps génétique l'existence d'une autre forme d'humanité qu'on pourrait appeler archaïque parfois, qui a disparu et qu'on appelle aujourd'hui l'homme de Denisova. Donc d'une caverne de l'Altaï, donc on est en Sibérie du sud-ouest en réalité, existe très peu de vestiges, une dent par-ci, un petit bout de phalange par-là, en fait une poignée de vestiges qui finalement ne livrait pas suffisamment d'informations morphologiques pour qu'on sache à coup sûr c'est un homme de Néandertal, c'est même une femme peut-être, ou c'est un homme qu'on dit sapiens, vous savez, notre espèce aujourd'hui. Mais l'ADN, lui, nous a décrit qu'il s'agissait en fait d'une autre branche du rameau évolutif de l'humanité qui existait en Sibérie il y a encore, et c'est pour ça c'est débattu, mais 40 à 80 000 ans, on va dire. Il y a une momie qui est très célèbre, hein, c'est l'homme des glaces, Ötzi, qui a été trouvé dans les Alpes autrichiano-italienne, datée d'il y a environ 5000 ans. Eh bien, bon, la momie est bien préservée, donc on savait qu'il ne s'agissait pas d'une personne de couleur de peau très très foncée, mais néanmoins l'ADN a confirmé ça. On a même trouvé des pathogènes dans Ötzi. On sait qu'il souffrait de la borreliose, par exemple. On sait aussi reconstituer la couleur de ses yeux. On peut même reconstituer l'origine génétique de la population à laquelle il appartenait. Et pourtant, les gens qui vivent aujourd'hui, qui s'apparentent le plus à Ötzi, on les trouve en Sardaigne aujourd'hui. Donc ça vous montre un peu quelque chose sur la mobilité des peuples au cours de l'histoire et que l'homme n'est jamais resté finalement à un seul endroit. Alors la naissance de la discipline qui consiste à voyager dans le temps par l'ADN, c'est l'année 1984. C'est pas une boutade, on n'est pas dans la science-fiction, il y a le livre d'Orwell, mais c'est vraiment 1984. Donc ça fait, on va dire, plus d'une trentaine d'années en réalité, 35 ans aujourd'hui. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire grand-chose parce que les technologies, elles nous amenaient pas très très loin, ni très très loin dans le temps, souvent dans l'ordre du siècle, voire de quelques millénaires tout au plus, et ni très très loin dans la quantité d'informations disponibles. En réalité, il y avait tellement peu de molécules d'ADN qu'il fallait finalement choisir laquelle lire et décrypter.
Aujourd'hui, 30-35 ans plus tard, les technologies de séquençage de l'ADN se sont complètement améliorées. Si bien qu'il est possible, pour finalement relativement peu d'argent, de séquencer beaucoup d'informations génétiques. On va dire que la vraie grande révolution pour nous, elle se situe à tout au plus une quinzaine d'années.